السلام عليكم ومرحبا بكم في درس اليوم. Bonjour à tous et bienvenue au cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième cours, vidéo numéro 26. Nous allons étudier la loi de la gravitation et comme application les satellites artificiels. Et nous terminerons comme d'habitude par un exercice résolu. Loi de la gravitation universelle, établie par Newton en 1685. Donc cette loi dit que deux corps de masse respective M1 et M2, séparés par la distance petit d, s'attirent mutuellement avec deux forces directement opposées. Donc ceci nous rappelle le principe de l'action et de la réaction. L'expression de F1 est donnée par cette formule G. F1 égale G M1 M2 sur D au carré fois U, U étant le vecteur unitaire. Et G, c'est la constante de l'attraction universelle qui est égale à 667 10-11 newton mètre carré par kilogramme au carré. Donc si F1 est égal à cette expression-là, F2 c'est égal à la même expression mais de signe contraire. Pour ce qui est des modules, ils sont égaux. F1 c'est égal à F2. Champ gravitationnel. Il est de coutume de calculer le poids à l'aide de l'accélération de la pesanteur par cette formule célèbre et bien connue par tous. Grâce à la loi de l'attraction universelle et la loi de force du poids, on peut déterminer l'expression de G en fonction de l'altitude. À la surface de la Terre, on a P égale mg0. Donc ici on considère que le corps de masse petit m et la Terre sont deux corps qui s'attirent mutuellement. Donc F égale P égale G mt, mt étant la masse de la Terre, fois petit m sur RT au carré, c'est égal aussi à mg0. Donc G0, l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, c'est égal à G mt sur RT au carré. À savoir que G, c'est égal à 667 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme au carré. On l'appelle la constante de l'attraction universelle. Mt, c'est la masse de la Terre. C'est égal à 5,98 10 puissance 24 kg. R, le rayon terrestre, qui est égal à 6,37 10 puissance 6 mètres. Si on fait l'application numérique de cette expression-là, on trouve G égale 9,8 newton par kilogramme. À la hauteur maintenant Z de la surface de la Terre, où R c'est égal à RT plus Z, Z mesuré à partir de la surface de la Terre jusqu'au point où se trouve petit m. Dans ce cas, on a à la surface de la Terre P0 c'est égal à mg0, comme on l'a écrit ici, c'est égal à gmt petit m sur RT au carré. À la distance R du centre de la Terre, c'est-à-dire en ce point-là, P c'est égal à mg. Donc, G varie. C'est égal à G mt petit m sur petit r au carré, la distance qui sépare le corps de masse petit m au centre de la Terre. Si on fait le rapport P sur P0, c'est-à-dire cette expression-là sur cette expression-là, après simplification, on trouve G, c'est égal à G0 RT au carré sur petit r au carré. Ça, c'est en module. Vectoriellement, G, c'est égal à moins G0, RT au carré, R au carré, U.
U étant dirigé vers le haut et G dirigé vers le bas, d'où le signe moins que nous avons ici. Un exercice. La fusée Apollo effectue un voyage de la Terre à la Lune. La Lune est à la distance 3,84 10 puissance 8 mètres de la Terre. La masse de la Terre est 5,98 10 puissance 24 kg, tandis que celle de la Lune vaut 7,36 10 puissance 22 kg. Petit a, quelle est l'intensité du champ de pesanteur de la Terre lorsque la fusée se trouve à mi-chemin entre la Terre et la Lune? Petit b, quelle est l'intensité du champ de pesanteur de la Lune lorsque la fusée se trouve à mi-chemin entre la Terre et la Lune? Petit d, quelle est l'intensité du champ résultant du champ de pesanteur de la Terre et celui de la Lune lorsque la fusée se trouve à mi-chemin entre la Terre et la Lune? Et enfin, petit e, à quelle distance du centre de la Terre le champ résultant des deux champs, terrestre et lunaire, s'annule-t-il? On a ici l'énoncé en arabe, et je vous rappelle que tous les cours donnés en langue française sont disponibles aussi en langue arabe. Le corrigé. Ce schéma nous résume l'énoncé de l'exercice. Donc on a la Terre et la Lune séparés par la distance petit d et le satellite qui se trouve à la distance petit r du centre de la Terre. L'intensité du champ de pesanteur terrestre à mi-chemin entre la Terre et la Lune, c'est-à-dire à la distance d sur 2. En appliquant la relation précédemment trouvée, on a G de T, c'est-à-dire le champ de pesanteur terrestre, c'est égal à G mt sur la distance au carré, c'est-à-dire d sur 2 au carré. Donc Gt, c'est égal à 6,67 10 puissance moins 11. Donc on a toutes les valeurs numériques, ce qui nous donne en fin de compte, Gt c'est égal à 1,08 10 puissance moins 2 newton par kilogramme. Et on voit que c'est une valeur très petite. Donc à force que l'on s'éloigne de la Terre, le champ de pesanteur terrestre diminue. L'intensité du champ de pesanteur lunaire à mi-chemin entre la Terre et la Lune. Donc on utilise la même expression, mais cette fois c'est le champ de pesanteur lunaire, c'est-à-dire GL. C'est égal à la même expression, avec la différence, ici on prend la masse de la Lune. Application numérique, on trouve GL, c'est égal à 1,33 10 puissance moins 4 newton par kilogramme. C, l'intensité du champ résultant des deux champs de pesanteur de la Terre et de la Lune entre la Terre et la Lune. Donc ici c'est simple, on n'a qu'à faire la différence entre les deux champs de pesanteur, c'est-à-dire GR, champ de pesanteur résultant, c'est égal à GT moins GL. Donc le champ résultant a pour module 1,07 10 puissance moins 2 newton par kilogramme. La distance depuis le centre de la Terre à laquelle le champ résultant s'annule, donc en quel point entre la Terre et la Lune le champ s'annule-t-il? Ça veut dire que GR, le champ résultant, est égal à 0 au point où GL égale GT. Donc, en égalisant les deux expressions, on a ML sur D moins R au carré, c'est égal à MT sur R au carré. L'application numérique nous donne d'abord R au carré sur D moins R, le tout au carré c'est 81,25. Donc R sur D moins R c'est égal à 9,01. Ce qui nous donne R, c'est égal à 3,45 10 puissance 8 mètres, c'est-à-dire 3,45
le champ s'annule à la distance de 345 000 km du centre de la Terre. Application, les satellites artificiels. Donc, dans tout ce qui suit, nous allons aborder quelques notions théoriques concernant le lancement des satellites artificiels. La révolution technologique des communications sans fil a connu un développement extraordinaire. Elle est caractérisée par la mise sur orbite de milliers de satellites artificiels géostationnaires. Un satellite géostationnaire tourne à la même vitesse, c'est pour ça qu'on dit géostationnaire, que la Terre, afin d'assurer en permanence la télécommunication entre les différents points du globe terrestre. Les satellites artificiels géostationnaires évoluent comme l'avait prédit la théorie à la hauteur de 42 100 km et avec une vitesse de rotation de 3,08 km par seconde. Donc c'est la vitesse à laquelle un satellite doit tourner et à cette hauteur-là pour qu'il soit géostationnaire. Je vous laisse le soin de vous en assurer par vous-même de ces résultats par application numérique, bien entendu. Vu l'importance du sujet et en complément, donc uniquement en complément, et par souci de compréhension, nous pouvons ajouter quelques informations relatives au lancement des satellites artificiels. Un satellite, lorsqu'il est lancé, donc, il y a une phase de propulsion où les moteurs sont allumés. Après la phase de propulsion, la seule force agissant sur le satellite artificiel est son poids, P ou force de pesanteur. La phase étudiée ici est la phase balistique, c'est-à-dire l'étape où le satellite atteint le point M0. Donc, après avoir atteint le point M0, le satellite entre dans la phase balistique. En ce point, V0 représente la vitesse initiale géocentrique, donc à partir du point M0, il acquit une vitesse V0 appelée la vitesse initiale géocentrique du satellite étudié, et R0, c'est la distance entre le centre de la Terre et le point M0. L'altitude mesurée à partir de la surface de la Terre doit être comprise entre 100 et 200 km. Le satellite doit évoluer à une distance ne dépassant pas les quelques dizaines de fois le rayon de la Terre, et ce afin de pouvoir négliger les influences de la Lune et du Soleil. Dans ce qui suit, nous allons donner les définitions de différentes vitesses propres au lancement de satellites artificiels. La première vitesse cosmique, c'est la vitesse circulaire géocentrique d'un satellite artificiel tournant à basse altitude, situé donc entre 100 et 200 km, depuis la surface de la Terre. Elle est donnée par l'expression V1, c'est égal à la racine carrée de mtg sur R0. Mt, bien sûr, c'est la masse de la Terre, G, c'est la constante de la gravitation universelle, et R0, c'est la distance à laquelle évolue le satellite. En acceptant R0 égale RT, c'est-à-dire à peu près 6400 km, les calculs ont conduit au résultat suivant. En prenant G0 égale 10 mètres par seconde au carré, G c'est égal à G0 RT au carré sur MT, nous trouverons que V1 c'est égal à la racine carrée de RT G0. Donc V1 c'est égal à la racine carrée de 64 10 puissance 6. V1 c'est égal à 8000 mètres par seconde. Donc cette valeur-là est la valeur de la première vitesse cosmique. La deuxième vitesse cosmique, c'est la vitesse géocentrique que doit atteindre un satellite artificiel pour se libérer de l'attraction terrestre.
Elle est donnée par la formule V2, c'est égal, en fin de compte, à V1 racine de 2. La première vitesse cosmique, racine de 2. En considérant le point M0 au voisinage de la Terre, c'est-à-dire entre 100 et 200 km, on obtient V2 égale 11 000 mètres par seconde, c'est-à-dire 11 km par seconde. Et enfin, la troisième vitesse cosmique, c'est la vitesse géocentrique que doit atteindre un satellite artificiel pour se libérer du système solaire. Les calculs ont donné V3 c'est égal à 16 800 mètres par seconde, c'est-à-dire 16,8 km par seconde. Donc ça, c'est à titre d'information. Au prochain cours, dans lequel nous verrons force de liaison ou force de contact, force de frottement et deux exercices corrigés. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ces cours vous intéressent. À bientôt.